بحزن عميق على من استشهدوا أثناء قيامهم بمهمتهم الإنسانية النبيلة. لقد سادت أجواء قمة البحرين روح أخوية إيجابية ومتفائلة تعبر عن تصميم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا العربي وتهدد أمنه واستقراره وتعيق نمائه وازدهاره. وناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. Et ils ont adopté les recommandations et les décisions relatives aux articles figurant sur l'agenda. Et même les leaders, que Dieu les protège, en ce qui concerne les nouveautés survenant en faveur des intérêts du monde arabe, en réitérant l'importance de la coordination et du travail arabe conjoint à la lumière des défis internationaux de manière à réaliser la paix et la stabilité à la région et au monde, et chose qui va assurer l'unité des prises de position communes des pays arabes en vertu de mettre en place et d'établir la paix régionale et internationale. Les leaders et les excellences et leur majesté les rois ont adopté la déclaration de Bahreïn qui a reflété la dénonciation des pays arabes à cette guerre et des dommages et des pertes réalisées concernant les âmes et les personnes qui ont perdu leur vie et les biens se trouvant sur le territoire occupé, en invitant les leaders à entreprendre des démarches efficaces pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et libérer les otages et les détenus et permettre l'acheminement des aides humanitaires de manière à alléger le fardeau et la douleur et la souffrance des habitants. Les leaders de même ont réitéré l'importance de parvenir à un règlement pacifique tout en assurant et en garantissant la justice ou la nécessité de parvenir à un règlement juste et la tenue d'un État palestinien indépendant aux frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale et selon les législations internationales et la tenue de deux États et le fait d'incorporer la Palestine en tant que pays indépendant souverain aux Nations Unies et de sauvegarder la souveraineté des pays arabes les confrères arabes, les pays frères et la non-ingérence dans les affaires internes du pays. Aussi, les leaders ont réitéré l'importance d'établir les principes de la tolérance et la coexistence de manière à parvenir à la paix et et de rejeter les groupes armés qui œuvrent en marge ou avec un recul par rapport à l'État, et de sauvegarder la liberté de la navigation et d'avoir un Proche-Orient sans armes à prolifération nucléaire et de coopérer avec les pays frères de manière à réintégrer les principes de respect et de coopération tout en s'engageant à coopérer avec les Nations Unies pour faire face aux défis internationaux et de sauvegarder la paix et la sécurité internationaux et pour réaliser les objectifs du développement durable 2030. Aussi, les leaders ont adopté les initiatives offertes par le Royaume de Bahreïn. Tout d'abord,
Ils ont œuvré à l'échéance d'une invitation collective sous la tutelle des Nations Unies pour régler le problème palestinien et mettre terme à l'occupation palestinienne pour les territoires occupés et mettre en place un État palestinien souverain selon les résolutions et les législations internationales de manière à vivre et de coexister avec Israël pour réaliser la paix juste et globale. Deuxièmement, entreprendre des démarches rapides et de se mettre en contact avec les leaders des pays occidentaux et tous les pays du monde de manière à reconnaître l'État palestinien. Troisièmement, favoriser les services éducatifs pour ceux qui ont subi les conséquences de ce conflit. Quatrièmement, favoriser les services médicaux pour ceux qui ont souffert des conflits dans la région et favoriser les vaccins et les médicaments et les services médicaux. Cinquièmement, faire en sorte pour œuvrer ensemble pour évoluer la coopération. Et le Royaume de Bahreïn a offert ses initiatives de manière à mettre mise en exergue avec le secrétariat général de la Ligue arabe, les instances arabes et internationales concernées. Et j'ai pointé du doigt dans mon allocution devant la conférence des ministres des Affaires étrangères que j'ai pointé du doigt que Bahreïn avait l'honneur d'abriter cette conférence sur la Palestine en guise de soutien aux droits du peuple palestinien et pour rétablir la paix globale et juste dans la région. Nous avançons nos remerciements à l'Arabie Saoudite, ce royaume ami et frère, pour les efforts déployés durant son exercice de leader au sein du secrétariat général spécialisé et tous ceux qui ont tous ceux qui ont déployé des efforts pour établir la paix et pour parvenir à nos objectifs, et en prenant en considération l'évolution de la situation à Gaza. Et il y a eu des déclarations pour montrer l'attaque israélienne, l'agression israélienne à Rafah et l'entrave de l'acheminement des aides humanitaires. Et voici le communiqué. Le communiqué des leaders arabes pour le sommet de Bahreïn concernant l'agression contre Gaza. Nous, les leaders arabes, dénonçons avec les termes les plus fermes la perpétuité de l'agression israélienne à l'encontre de Gaza et des crimes commis à l'encontre de la population israélienne et toute cette agression et ces violations israéliennes visant les civils, les bâtiments civils, et tout en recourant au siège de la ville et de la politique de famine mise en place à l'encontre de la population. Nous dénonçons aussi l'agression israélienne à l'encontre de la ville de Rafah, qui est devenue l'asile pour plus d'1 million de réfugiés, et tout en prenant en considération les répercussions humanitaires catastrophiques. Et nous dénonçons le contrôle d'Israël sur le côté israélien de Rafah, tout en assiégeant la ville et en entravant et en fermant le passage et de manière à entraver le passage de l'acheminement. Nous réclamons la trêve et la cessation et un cessez-le-feu immédiat. Et nous appelons et nous voulons que l'acheminement soit assuré de l'aide humanitaire. Nous dénonçons aussi avec les termes les plus fermes les forces israéliennes qui visent les organisations humanitaires et onusiennes dans le secteur de Gaza, tout en entravant leur travail, et les agressions à l'encontre des convois d'aide humanitaire à Gaza, y compris les agressions à l'encontre
des convois qui se trouvent dans la région. Et les côtés, nous dénonçons aussi nous dénonçons le non-engagement des forces israéliennes qui n'ont pas honoré leur engagement de ne pas s'attaquer à ces aides. Nous réitérons notre soutien au peuple palestinien sous toutes ses formes à l'encontre de cette agression et nous invitons les forces internationales et les communautés internationales de manière à adopter de ne pas, et nous leur demandons de ne pas adopter l'appui de double mesure et d'établir ou de recourir aux normes internationales et à l'éthique internationale, le code de l'éthique internationale face à ces agressions et de s'engager à la loi internationale et la loi humanitaire. Et nous demandons à ce que les mécanismes internationaux soient appliqués d'une manière intègre et que soient juger ceux qui sont responsables de ces génocides, de ces agressions israéliennes sur la bande de Gaza. Merci. Et j'invite son Excellence, le secrétaire général de la Ligue arabe, à avancer son allocution. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Tout d'abord, et au début de cette rencontre, nous devons évoquer l'accueil chaleureux et la générosité et l'organisation. Nous devons faire l'éloge de cette organisation très distinguée dont a fait preuve le Royaume de Bahreïn en abritant ce sommet. Le Royaume de Bahreïn s'est très bien organisé et a géré ce sommet d'une manière très professionnelle et nous remercions le Royaume de Bahreïn. Moi personnellement et depuis 2004, c'est-à-dire près de 20 ans, je participe à ces sommets arabes d'une manière périodique. En fait, ce sommet a été distingué par rapport à d'autres sommets précédents, car ce sommet revêt une fluidité, une simplicité, le calme, un aspect aussi calme. Et il n'y a eu aucun différent. Au contraire, la cause palestinienne a été à l'honneur et la situation à Gaza et la question de Rafah ont été propulsés au devant de la scène de l'agenda de ce sommet et de surcroît, le sommet a abordé d'autres sujets économiques, sociaux et politiques. Mais la cause palestinienne a été à la une, a été au cœur des priorités, au point qu'un communiqué particulier a été émis par les leaders, le communiqué qui a été lu par le ministre Abdel Latif. Et dans la déclaration de Bahreïn, nous remarquons que, vous allez remarquer que cette déclaration est formée d'un grand nombre de situations, regroupe ou relate beaucoup de situations. La moitié du communiqué ou de la déclaration est consacrée à la cause palestinienne et ceci révèle le sentiment des leaders et des différents gouvernements qui veulent attirer l'attention sur l'importance de cette cause. Et l'autre remarque que j'aimerais avancer, c'est que l'audience était assez large, c'était une grande audience. Moi j'ai participé à un très grand nombre de sommets arabes. Je n'ai jamais vu dans n'importe quelle réunion ce nombre de ministres des Affaires étrangères arabes qui ont participé à ce sommet. Avant-hier, il y avait 21 ministres des Affaires étrangères ou ministres d'État arabes parmi 22.
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le plus grand nombre auquel on est parvenu depuis que j'assure le poste de secrétaire général depuis 8 ans, on en était au nombre de 17, 18, mais 21 ministres des Affaires étrangères, et aussi au sommet du sommet, il y avait une grande participation. Et ceci reflète le respect total qu'éprouvent les États et les gouvernements des pays arabes pour le confrère bahreïni et au roi, Sa Majesté le roi Hamad Ben Aïssa, personnellement, qui a géré cet événement avec beaucoup de sagesse et de calme, chose qui a fait en sorte que le sommet a été tenu et est parvenu à une résolution et a pris fin sans aucun différend, sans aucun conflit et avec beaucoup de simplicité et de fluidité. Les leaders ont évoqué, comme l'a mentionné le ministre Abdel Latif, les leaders ont évoqué des points très précis par rapport à la cause palestinienne. Un cessez-le-feu est crucial et demandé et immédiat, d'une manière immédiate. C'est une demande essentielle. L'autre demande, le retrait des forces israéliennes de Gaza. L'État palestinien, la conférence internationale, l'opération politique souhaitée au niveau arabe et international, la reconnaissance d'un État palestinien, les 5 axes avancés par le ministre Zayani en tant qu'initiative de Bahreïn. Ce sommet a pris une décision très importante et c'est de demander à tous ceux qui assurent le sommet de ce sommet de surveiller la mise en application de ces initiatives et de déployer des efforts pour réaliser cette mise en exécution et de ne pas la laisser entre les mains de la communauté internationale ou de la Ligue arabe sans aucun suivi effectif. C'est une très bonne idée, car cette idée fait en sorte à raviver toutes les initiatives et à donner la vie et relancer ces initiatives. Ces 5 initiatives bahreïnies, y compris 2 politiques, mais 3 comprenant un axe opérationnel concernant l'éducation, la santé et la technologie financière. Ce sont des opérations relatives au renouvellement du travail du sommet. Je m'attends à ce que durant l'année prochaine, que la gestion des affaires du sommet soit aussi active à l'instar du sommet précédent quand l'Arabie saoudite a géré la chose d'une manière très réussie avec beaucoup de sagesse. Mais Monsieur le ministre, vous n'avez rien laissé pour moi pour dire au niveau technique. Merci à son Excellence le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Zayani, et Monsieur Ahmed Aboulghait, le secrétaire général de la Ligue arabe. Et nous allons prendre les questions. Prière de vous présenter et de vous présenter votre institution. Vous devez vous présenter. Ceux qui ont le microphone.
Bonsoir, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vous avez pointé du doigt les initiatives bahreïnies adoptées par les leaders des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous passer en revue les détails de ces initiatives d'une manière plus détaillée? Merci pour la question. En fait, nous évoquons les résultats de ce sommet. Le sommet a lancé un message. Tous les pays du peuple s'attendaient à ce message et c'est le message de compassion et de consolidation et de solidarité. Son Excellence le roi Hamad Ben Aïssa, le roi du pays, a tenu ce sommet qui a réuni les leaders arabes et a lancé un message de paix au monde entier. Et la paix mène au droit à la vie. Et c'est un droit essentiel, primordial. Et régi par les droits de l'homme et régi et assuré par les droits internationaux. C'est grâce à la paix que nous allons réussir à favoriser la vie et garantir la vie à nos pays et à nos petits-enfants et aux générations futures. C'est quoi la vision stratégique du roi et une vision stratégique qu'il a adoptée depuis qu'il a été au pouvoir. Il a toujours eu la volonté de recevoir ses confrères. Il a mis en place un objectif stratégique pour nous et a commencé à concorder avec ses confrères leaders ayant un objectif stratégique concernant toute la région pour que cette région puisse vivre en paix, pour favoriser un climat prospère pour toutes les populations de la région, quelle que soit leur nationalité. Une coexistence et qu'elles deviennent prospères ensemble dans un milieu prospère. Ça, c'est l'objectif stratégique pour lequel nous travaillons. Et pour parvenir à cet objectif, nous avons besoin de régler cette crise, la crise actuelle. Et c'est la cause concernant c'est la guerre à l'encontre de Gaza, nous l'avons évoqué, nous avons évoqué l'objectif stratégique désiré pour parvenir à l'objectif stratégique supérieur, et c'est la réalisation ou de parvenir à la solution des deux États pour vivre et coexister d'une manière saine, mais aussi il y a des droits qui sont accordés à nos frères et malheureusement les conflits qui régissent dans la région tout au long de 15 années ont donné un héritage à une génération à laquelle nous devons la sécurité. Si nous allons revenir à la stratégie de l'UNESCO de 2018, nous allons trouver que plus de 10 millions d'enfants arabes dont l'âge varie entre 5 à 15 ans se trouvent à l'extérieur des écoles. Ils ont été privés du droit à l'enseignement et à l'éducation. Le droit à l'éducation. Nous devons leur donner un espoir. Et nous devons leur dire que les autres pensent à vous. Et ça, c'était l'objectif du roi. Et il a donné la première initiative, et c'est celle de favoriser l'enseignement de ceux qui ont subi les conséquences de ces conflits. Et nous devons travailler
à favoriser l'enseignement d'une manière quelle qu'elle soit. Dès qu'on a appris ceci de la part de Sa Majesté, moi personnellement, je me suis sentie en sécurité. Le fait de frôler les cœurs de ces enfants, de cette grande tranche à laquelle nous devons notre coopération, et c'est le droit à la vie, le droit à la paix, le droit à la santé et le droit à l'éducation. Comment favoriser la santé? Et ceux qui ont subi les conséquences de ces conflits dans notre région, comment est-ce qu'ils peuvent parvenir à cette assurance maladie ou ce soin maladie de manière à ce qu'il ait les moyens d'acheter les médicaments nécessaires au prix raisonnable et de trouver ces médicaments favorisés. Et aussi, quand nous avons concordé ensemble avec l'Agence internationale de santé, ils ont fait l'éloge de cette idée et de ce projet. Et ils ont rajouté, en fait, aussi la demande de vaccination pour mettre terme à cette souffrance et à favoriser un grand nombre de vaccins. C'était 3 initiatives essentielles entreprises par Sa Majesté et des initiatives qui ont été soutenues et admirées par nos confrères, par les leaders arabes. Et si nous œuvrons à augmenter le nombre de pays reconnaissant la Palestine, et ça sera la 4e initiative, et les ministres des Affaires étrangères ont reçu les consignes, et ça aussi, comme l'a avancé le secrétaire général de la Ligue arabe, aujourd'hui il a donné ses instructions et a demandé à tous les ministres des Affaires étrangères arabes doivent concorder ensemble d'une manière politique, de manière à amplifier et à augmenter le nombre de pays qui reconnaissent la Palestine. Et dernièrement, ici, nous recourons au FinTech à l'heure actuelle. Donc, Sa Majesté a dit comment est-ce qu'on pourrait augmenter et consolider la coopération et renforcer la coopération entre les différents pays arabes pour mettre en place un réseau financier de manière à être profitable et à profiter du financement virtuel et à cette créativité et de se tourner vers l'économie virtuelle. Ça, c'était un message de paix, un message de droit avancé par les leaders arabes. Donc, on voudrait prendre le plus grand nombre de questions. Amalia El-Hannaoui, la chaîne Al-Qahira Al-Ikhbariya. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur Abdellatif Zayani, ministre des Affaires étrangères, pour l'organisation et cet accueil chaleureux. Je vous félicite pour la réussite de ce sommet. Monsieur le secrétaire général Ahmed Aboulghit, vous ne cessez jamais de revendiquer les droits palestiniens sur toutes les plateformes internationales. Comment voyez-vous la chance de mettre en place une conférence internationale? Dans quelle mesure est-ce que vous trouvez qu'il y a des parties internationales qui vont entraver la tenue de cette conférence et vont entraver les droits du peuple palestinien? Merci beaucoup. Les chances de tenue d'une conférence internationale n'est pas éliminée, car l'Union européenne, l'Espagne tout d'abord, puis l'Union européenne
incite à la tenue d'une conférence internationale. Les pays arabes, dans le sommet d'aujourd'hui, ont adopté l'idée de la tenue de la conférence internationale. La conférence du Caire, la conférence du Caire pour la paix en octobre 2023 a avancé aussi cette idée. L'importance de cette conférence, le 23 octobre, 15 jours avant le 7 octobre, a participé à cette conférence, ont participé des pays européens et des pays arabes et un grand nombre de pays asiatiques. Et par conséquent, cette conférence a révélé une orientation internationale. Pour que cette conférence internationale puisse se tenir, je pense, nous devons parvenir à un cessez-le-feu, que les choses doivent se calmer, la situation doit se calmer en Palestine, qu'une opération politique soit lancée, un cadre politique pour un règlement palestinien soit mis en place et relancé. Ce qu'on appelle le mécanisme de déclenchement de cet axe politique susceptible de parvenir à la tenue d'un État palestinien se fonde sur une conférence internationale regroupant toutes les parties, révélant leur prise de position et relançant cette opération politique. Je pense aussi que le Conseil de sécurité, il lui incombe de relancer peut-être cette opération, et ceci nécessite la conviction des 5 pays membres qui ont une présence permanente. Mais si le Conseil de sécurité a échoué, comme ce qui se passe aujourd'hui, eh bien nous allons recourir à l'Assemblée générale regroupant le membership de 194 pays, c'est en fait 193 pays, mais la 94e, c'est la Palestine qui a pris, durant la dernière résolution de l'Assemblée, a pris beaucoup de droits qui sont susceptibles de l'aider à se rapprocher d'un membership complet. L'Assemblée générale est présente et favorable pour relancer cette idée de la conférence internationale. Ce que nous devons enregistrer ici, c'est que le Koweït, c'est que Bahreïn parle d'abriter et l'Espagne parle d'un accueil et le Bahreïn aussi d'un accueil, et par conséquent quand on parviendra à cette étape, ce serait peut-être une possibilité d'avoir un accueil arabo-européen, une partie là-bas, une partie ici, et ceci n'est pas impossible, mais à Madrid en 1991, il y a eu une série de conférences adoptées par différentes capitales. Donc l'idée de la conférence internationale est probable et susceptible d'être mise en exergue. Et moi, personnellement, je pense que c'est une question de temps. L'État palestinien en question est une question de temps, et un temps très proche. Ce qui s'est passé et se passe à l'heure actuelle en Palestine a dévoilé des défauts incroyables que le monde entier doit remédier. Et ici, c'est l'idée de serrer l'étau de l'ennemi israélien, dévoilant et révélant ses exactions. Et aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était assis ici, a participé à ce sommet, et
et les médias doivent avoir en face qu'il était présent avec les autres leaders et chefs de gouvernement d'une manière dévoilant un engagement onusien vis-à-vis du soutien accordé à l'orientation et des objectifs de la Ligue arabe. Et l'événement d'aujourd'hui est important. Et évoquant la critique, il y en a qui disent que la dénonciation est insuffisante. La nouveauté ici, dans ce monde d'aujourd'hui, c'est qu'Israël a été exposée et s'est exposée elle-même à un problème révélant une agressivité sans pareille, inédite, à l'encontre de tous ceux qui l'ont appuyé durant toute sa vie. Et ça, en fait, est une évolution surprenante, spectaculaire concernant la position d'Israël au Proche-Orient. Une seule partie la défend, une seule partie prend le parti d'Israël seulement. Et ceci quand certains utilisent l'évolution stratégique, quand on a recours à cette expression, très calmement, je pense que c'est une position stratégique, révélatrice, nouvelle en matière de politique internationale relative à la position d'Israël dans le monde. Et c'est responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe et par conséquent il incombe à l'occupation israélienne d'assumer la responsabilité de la situation dont témoigne le monde entier. En fait, le sujet de la conférence est très important. Et vous l'avez réitéré, et comme vous l'avez fait, Monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe a couvert le sujet ou a révélé tous les aspects du sujet, mais peut-être un peu qui peuvent dire que l'invitation de cette conférence internationale est répétée. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des ministres des Affaires étrangères l'ont évoqué, il y a des plateformes ont appelé à cela, mais pour une fois, tous les leaders arabes se sont rassemblés et lancent cette invitation. C'est une relance, c'est une invitation particulière aujourd'hui. C'est vrai, tous les Arabes aujourd'hui veulent que nous voulons la paix. Une invitation à cette conférence de la paix. Et comme vous l'avez remarqué, le mot de Nations Unies et l'invitation du secrétaire général des Nations Unies et aussi des 5 pays permanents, membres permanents des Nations Unies, c'est pour nous montrer que ce qui est demandé, c'est nous aspirons à une solution internationale et onusienne. Et aussi dans le domaine des droits de l'homme, nous voulons un soutien onusien pour la santé et l'éducation et la tenue de la conférence. Et aussi, ça aussi, c'est l'esprit de la conférence, que la conférence va se tenir pendant une ou deux jours, et ça y est, 1 ou 2 jours, pardon, et puis ça va prendre fin. Mais Bahreïn et Sa Majesté le Roi ont dit que cette initiative avancée, nous nous engageons à coordonner et à suivre la mise en exergue avec nos confrères arabes jusqu'à ce que ces initiatives soient mises en exergue. En fait, la conférence est en fait une série de conférences, mais on n'a pas voulu dire que c'est une invitation à la tenue d'une série de conférences. Mais on voudrait résoudre la situation actuelle durant une conférence en un jour ou deux, mais c'est un processus continu pour parvenir à une solution globale divisée en plusieurs phases au Proche-Orient. Merci. Merci beaucoup. Aussi, on pourrait prendre une autre question.
Ali Wahib, directeur de l'agence des médias de la Palestine au Proche-Orient. En fait, je voudrais féliciter le Royaume de Bahreïn au nom de mes confrères de la délégation des journalistes qui accompagnent le secrétaire général pour l'accueil chaleureux et pour les initiatives qui se sont découlées 223 jours depuis le déclenchement de la guerre à l'encontre de Gaza. Israël insiste à défier la volonté internationale. Il y a à peu près 33 000 martyrs, 100 000 disparus et blessés. Et ma question, c'est ce que dit ou ce à quoi pense la rue arabe. Pourquoi est-ce que la communauté internationale est incapable de parvenir à un cessez-le-feu? Pourquoi est-ce que les décisions du Conseil de sécurité ne sont pas appliquées et font face toujours à un veto? Israël a transformé Gaza de la plus grande prison ouverte à la plus grande tombe communautaire au monde. Mais là, on leur dit que la population palestinienne ne va pas quitter son territoire, quels que soient les génocides ou malgré les génocides. Ça, c'était un commentaire. C'est vrai. Vous avez raison. Et ce que vous avez dit est correct. Et c'est vrai que la communauté internationale est incapable aujourd'hui à prendre une résolution et une décision, et c'est vis-à-vis pas seulement de la cause palestinienne, mais vis-à-vis de n'importe quel problème. Le système international a besoin d'un redressement, a besoin d'évolution et de modification, d'évolution et de redressement, et un grand nombre de pays européens, y compris par exemple l'Allemagne, ou un pays comme l'Inde ou le Brésil ou autres, invitent à évoluer le travail du mécanisme du Conseil de sécurité, du mécanisme onusien et de la communauté internationale, et espérons de parvenir un jour ou l'autre à la restructuration de ce système de manière à réaliser ce que vous avez avancé. Ce que je voudrais vous dire, c'est que durant ces jours, les 230 jours que vous avez mentionnés, ces jours ont dévoilé et révélé la chute des allégations de la politique et le code de l'éthique de la politique. Ces allégations qui ont régi tout au long de plusieurs décennies. Ces jours ont fait échouer toutes ces allégations. C'est qu'il n'y a aucune ségrégation. Non, il y a un regard d'apartheid, de distinction, et il y a une ségrégation, une discrimination raciale. Si ce sang était européen, il n'aurait jamais permis il n'aurait jamais permis à ceci d'être fait ou à ces agressions. C'est une chute complète, un échec complet. Et moi, personnellement, dans mon bureau, tout au long de ces 200 jours, et quand je parle avec n'importe quel responsable, et s'il imagine que son pays ou les pays de son voisinage ont des prises de position qui sont vouées à l'échec, moi je dis toujours, ne parlez pas de ça et ça et ça, tel et tel et tel, vous nous avez fatigués, nous sommes fatigués. Nous avons mal à la tête, et malheureusement, il y en a qui les croyaient. Toutes ces associations et toutes ces instances qui prétendent l'indépendance et qui se sont dressées tout au long de plusieurs décennies
pour la position et les droits d'un tel homme ou d'une telle femme dans la société et pourquoi est-ce qu'ils sont jugés ou sont accusés. Ils se sont tus. Ils se sont tus face à 35 000 martyrs et près de 75 000 blessés. Et ceci, si ceci reflète une chose, eh bien, ceci a reflété l'échec du code de l'éthique, des mœurs et des valeurs, l'échec des valeurs. On va tenter de prendre le plus grand nombre possible parmi les journalistes. Bonsoir, je suis Zahra Habib du journal Del Watan de Bahreïn, émanant de l'objectif de consolidation du travail arabe conjoint. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, comment est-ce que le Bahreïn voit le rôle des pays arabes en tant que coalition en matière de gestion des relations avec les coalitions d'une manière régionale, les pays de l'Union africaine et d'une manière régionale pour parvenir au maximum de profit? En fait, c'est une très belle question. Et ceci déclenche, et j'ai eu une discussion avec le secrétaire général de la Ligue arabe, et j'ai eu cette discussion avec le secrétaire général des Nations Unies concernant ce sujet. Ces instances onusiennes, en tant que partie intégrante du système international, qui est le rôle qui est susceptible d'être joué pour parvenir à la prospérité, à la stabilité. Si vous voyez le communiqué et la déclaration, vous allez voir qu'avec les résolutions et les déclarations et les initiatives, nous œuvrons à la tenue de notre rôle pour réaliser le développement dans la région et pour parvenir à la paix, mais en tant que système et mécanisme complet formé de groupuscules et de coalitions. Et il doit y avoir une coopération entre eux aussi, et aussi une coopération avec les grandes forces suprêmes, le groupe arabe et la Ligue arabe. Le secrétaire général de la Ligue arabe pourrait éclaircir davantage, mais il y a des discussions stratégiques, des partenariats stratégiques entre la Ligue arabe et l'Union européenne, par exemple, et les autres instances mondiales, et aussi avec les pays supérieurs, les forces suprêmes comme les États-Unis, la Chine. Il y aurait une conférence arabo-chinoise, il y a eu un sommet arabo-chinois, donc avec le Japon aussi, une conférence arabo-nippon aussi prochainement, et aussi le système arabe. Il y a aussi le Conseil de coopération du Golfe, des pays du Golfe aussi, est une entité complémentaire. Et avec ces plans stratégiques à l'avenir, nous devons nous fonder sur ces relations et sur les ponts érigés avec les différentes instances et la tenue de l'organisation, et de manière à ce que l'organisation puisse assumer son rôle et assumer son rôle vis-à-vis du 8e article de la Charte des Nations Unies, de manière à ce que les coalitions et les entités régionales puissent assumer leur rôle pour parvenir à la prospérité, à la paix et à la sécurité dans la région sans recourir à la force. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Monsieur le ministre, si on voudrait prendre un groupe de questions à laquelle vous pouvez répondre, si vous nous le permettez. Mais Abou Safi, que ce soit chaque question indépendante, un nombre de questions, ce serait difficile de répondre à toutes ces questions, car les idées peuvent être rapprochées. Donc, d'accord. Tamam Abou Safi du journal El Ayam, ma question est adressée à son Excellence le ministre dans cette initiative concernant la tenue de la conférence de paix. Quelles sont les parties, d'après vous, quelles sont les parties internationales
internationales qui sont susceptibles de soutenir cette initiative, surtout que le gouvernement israélien de Tel Aviv est un gouvernement extrémiste et qui ne croit pas à la paix, même avant le 7 octobre. La deuxième question adressée au secrétaire général de la Ligue arabe. Il y a des rapports qui parlent de forces arabes après la guerre de Gaza pour sauvegarder la paix. Je voudrais savoir le commentaire de la Ligue sur ces rapports. Est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y aura des forces arabes qui vont sauvegarder la paix dans la période post-guerre? Moi, je suis vieux et je vais me perdre. Non, vous êtes jeune, vous êtes jeune. Nous allons tenter de prendre le plus grand nombre de questions dans la mesure du possible. En ce qui concerne les valeurs régissantes à l'heure actuelle et sur les journaux américains uniquement, concernant les forces de protection de paix, des forces arabes de protection de la paix à Gaza, ce sont les sources occidentales américaines ou occidentales d'une manière qui évoquent ceci. Nous, au sein de la Ligue arabe, nous suivons minutieusement tout ce qui se passe ou tout ce qui est relatif à ce sujet dans les médias, mais aucune partie ne s'est mise en contact avec nous concernant ce qui est évoqué et les suggestions et les probabilités relatives à ce sujet. Ils estiment ceci, ils estiment le suivant pour nous organiser et organiser nos idées. C'est qu'il y a une destruction du mouvement Hamas à laquelle on a retiré la capacité à gérer les choses en tant qu'autorité à Hamas. Cette nouvelle autorité a ses capacités d'une manière militaire et sécuritaire pour assurer le secteur. Et en tant que phase intermédiaire, les forces de protection de paix, les forces arabes de protection de paix, ou internationales, ou des forces internationales, tout ce dialogue que nous évoquons, pour que je sois clair, ce sont des suggestions, des probabilités. Les opérations militaires, malheureusement, se déroulent toujours. Hier seulement, j'ai lu un rapport sur un journal américain et un grand journal, Wall Street Journal. Ce Wall Street Journal a rédigé ou a écrit un article sur l'échec de l'armée israélienne à la destruction de Hamas. Et par conséquent, ces suggestions qui évoquent l'élimination d'une force et l'invitation d'une autre force, ce sont des suggestions qui attendent la fin de cette guerre. Donc il ne faut pas vraiment être impatient. Nous devons attendre. La sécurité et la stabilité de Gaza est requis, car après ce génocide et cette destruction, cette grande destruction, il doit y avoir une autorité, une capacité à assurer la population du secteur. Pas forcément à l'encontre des agressions israéliennes, mais aussi du pillage. Si ce chaos la situation chaotique va continuer, nous allons attendre ce qu'on appelle le jour suivant, de manière à voir comment est-ce que les choses vont se succéder. Ça, c'est la meilleure vision, à mon avis, et la vision la plus sage.
Il y a une autre question. Pour récapituler, c'est vrai que c'est un défi. Qui seront les participants à la conférence? Nous œuvrons à augmenter le nombre de personnes qui ont un intérêt à réaliser la paix dans la région, parmi les pays de la région et aussi les grands pays qui ont des intérêts dans la région. Nous œuvrons, déployons beaucoup d'efforts pour réaliser ceci. Nous allons prendre une question. Monsieur le Dr Paul Naufel de CNN L'économie. Ma question évoque le côté économique. On ne va pas dire que la guerre de la Gaza et le conflit à Gaza ont terni l'agenda, mais comment garder la coopération et les accords de commerce entre les pays arabes au cas où le conflit va régir toujours dans la région? Malheureusement, beaucoup parmi ceux qui suivent le travail de la Ligue arabe tout au long de son histoire, tout au long de 25 années, ne voient que seulement le travail politique, l'axe politique, le volet politique, et estiment que la Ligue arabe est un travail politique uniquement. En fait, alors qu'en fait, si ceci est vrai, le travail politique de la Ligue arabe est un travail politique, mais il a un volet économique et un volet culturel et social. La Ligue arabe aborde beaucoup parmi les sujets économiques, et sociaux et culturels, et les questions relatives à la femme arabe et les personnes âgées dans le monde arabe et le transfert de la technologie. Et beaucoup parmi les concepts, la Ligue arabe a 13 conseils ministériels qui ne travaillent que dans les côtés techniques, la santé, l'enseignement, la LESCO. Il y a des grandes activités relatives à la Ligue arabe même si elle travaille tout le temps, alors que le côté journalistique ceci n'a pas vraiment l'attention, n'attire pas l'attention des journalistes, car ceci n'est pas vraiment scintillant. Mais le travail économique et les accords de commerce arabes globaux perdurent en dépit de toutes les tensions et de tous les conflits. Nous avançons minutieusement, doucement, peut-être lentement, mais les parlements attestent, les pays y adhèrent et plusieurs parmi les accords sont mis en exergue. Et par conséquent, à partir de cette perspective économique et sociale de la Ligue arabe, eh bien, en grande partie, c'est un travail satisfaisant. Donc, on pourrait prendre la dernière question, Sky News. Micro, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Samir Omar de Sky News, bureau du Caire. Vous avez pointé du doigt que le pays qui suggère des initiatives, eh bien, elle doit les mettre en exergue. Je vais évoquer deux initiatives ont été avancées concernant l'enseignement à distance pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre, et Gaza est le plus grand exemple. Et en ce qui concerne les soins médicaux, et encore une fois, Gaza est au cœur de priorité. Puisque Bahreïn est à la tête du sommet, est-ce que vous avez une vision, un module de mise en exécution de ceci, et si le président va mettre en exergue le secrétariat général? Je suggère aussi que les journalistes, non, le président ne va pas surveiller la mise en exergue, il va seulement surveiller, et il ne va pas assurer la mise en exergue, il va surveiller.
est-ce qu'on peut être avec vous de manière à ce que les journalistes peuvent suivre, faire le suivi? Peut-être que ceci pourrait peut-être donner de l'énergie à la mise en exécution. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'application de ces mécanismes, de ces initiatives? Et Monsieur le Secrétaire général, c'est la première fois que je vous vois depuis 8 ans et avant, en tant que ministre des Affaires étrangères, de parler avec avec tant de tristesse et de colère concernant ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe à Gaza et ce qui est la chose qui a dévoilé le visage moche de tous ceux qui ont appuyé cette agression. Alors moi, je vais poser une question. Si ceci était arrivé en Ukraine, est-ce que ceci aurait été arrivé au Kosovo, en Bosnie, est-ce que le monde entier se serait tu comme ils se taisent à l'heure actuelle? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de colère, j'éprouve beaucoup de colère en ce qui concerne les forces de protection de paix. Et il y a une suggestion de la déclaration du Manama. Il y a une autre suggestion concernant les forces de protection de la paix. Non, vous allez poser la question sur la santé, l'enseignement et que Dieu vous protège. C'est une bonne question. Tout d'abord, en ce qui il n'y aurait pas d'efforts complémentaires sans les médias et les journalistes. Les médias, on a besoin des médias et les journalistes sont des partenaires concernant tout le travail des États. Et en ce qui concerne l'enseignement et la santé, Sa Majesté, le roi et le Premier ministre eh bien, ils ont œuvré au comment. Nous avons commencé à travailler sur le comment. Nous avons commencé à coordonner avec l'UNESCO et ils étaient très preneurs et ils ont salué cette démarche. Ils veulent être nos partenaires et il faut qu'il y ait une instance pour surveiller et suivre la mise en exergue et que ce soit le pays qui a lancé l'initiative. On ne peut pas travailler en marge ou loin de la Ligue arabe et notre coopération va être avec la Ligue arabe et les rapports sont soumis au sommet à travers la Ligue arabe. Et après les discussions au niveau des ministres des Affaires étrangères et aussi en coopération avec les organisations internationales. Car ce qui est demandé, et c'est pour ça qu'il y a une relance ou une demande avancée par le secrétaire général des Nations Unies, c'est qu'il y ait un étendu onusien pour que cet effort soit orienté vers ceux qui ont souffert et qui ont subi les conséquences néfastes en coopération avec les instances internationales et onusiennes. Et la vision d'une manière générale et le plan d'une manière générale était un plan éliminaire concernant le comment et on devait dès le début avoir l'approbation des leaders et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. On est heureux et ravis que les leaders ont donné leur bénédiction à cette résolution et pour que l'État qui a rédigé ou qui a entrepris ces démarches doit être responsable de la mise en exécution et nous devons être responsables de faire le suivi. Et le rôle de la Ligue arabe, c'est de coopérer avec toutes les initiatives et de faire le suivi de manière à réaliser ces initiatives. Il y a un mécanisme et le mécanisme va être mis au clair après ces initiatives quand on aura coopéré d'une manière minutieuse et globale avec les partenaires d'une manière plus claire. Merci beaucoup. Merci, Excellence, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général de la Ligue arabe. Merci beaucoup.